Jour inoubliable. Le Motel Place Saint-Michel, c'est la place. 3405 5e Avenue, Shawinigan Sud. L'accord du lac Meech. Le premier ministre Brian Mulroney a lancé aujourd'hui un appel pressant aux 3 leaders politiques du Manitoba pour qu'ils respectent leur engagement de tout faire pour que l'entente du lac Meech soit adoptée avant le 23 juin, soit samedi. Brian Mulroney avait l'air furieux aujourd'hui. L'optimisme de la conférence des premiers ministres a fait place à la dure réalité du risque de voir Meech échouer. Et cette fois, à 4 jours de l'échéance, le risque est des plus réels. My message to the Premier, to Mrs. Carstairs and Mr. Dewar is follow the wishes of the Métis people in Manitoba, pass Meech Lake and move on to justice for the Aboriginal peoples. Mon message aux 3 leaders politiques du Manitoba est clair, dit le premier ministre, adoptez Meech pour que l'on puisse enfin traiter de la question des Autochtones. En fait, ce qu'il leur dit, c'est de trouver la volonté politique de ne pas se faire arrêter par une bataille de procédure, de trouver aussi la volonté politique de tenir des audiences publiques bidons et de respecter l'engagement pris à Ottawa il y a 1 semaine et demie de faire passer Meech tel quel. Lorsqu'on dit nous allons prendre des best efforts, il y a une implication de leadership, qu'on en prend nos responsabilités et qu'on exerce le leadership. Setting an unrealistic deadline. Le gouvernement ne fait que récolter ce qu'il a semé, accuse le NPD. L'échéancier du premier ministre était trop serré. Il est responsable des problèmes actuels. Brian Mulroney, lui, en tout cas, veut impliquer jusqu'au cou l'opposition libérale et néo-démocrate à Ottawa. Il présentera demain une motion pour rappeler aux leaders manitobains les engagements pris à Ottawa. La motion que l'on dépose vise à demander à M. Philman, puis à Mme Carstairs, puis à M. Dewar de tenir parole. Et s'il y a déblocage à Winnipeg, il restera encore Terre-Neuve. Le vote libre sur Meech est prévu pour vendredi. Denis Leduc, Le Grand Journal, à Ottawa. Une coalition formée d'une trentaine de membres, dont d'ex-felkistes, veut s'assurer que les 20 ans de la crise d'octobre au Québec ne passent pas inaperçus. Cette coalition lance même un appel aux 500 personnes emprisonnées sous la loi des mesures de guerre en 70 pour qu'elles se manifestent. 5 octobre 1970, le diplomate britannique James Cross est enlevé à Montréal. Quelques jours plus tard, c'est au tour de Pierre Laporte, ministre dans le gouvernement Bourassa. Il n'y a pas d'école de la Révolution. Moi, j'ai appris par... j'ai payé le prix pour ça. Puis je m'en vante pas. J'ai pas l'intention pantoute de me vanter de ce que j'ai fait. Là. Mais j'assume ça. Francis Simard ne regrette rien. Il a pourtant été condamné à l'emprisonnement à vie pour l'enlèvement, la séquestration et la mort de Pierre Laporte avant d'être libéré 11 ans plus tard. Il rejette aujourd'hui l'action terroriste. Mais il est comme un des théoriciens du FLQ, Pierre Vallière, l'auteur des Nègres blancs d'Amérique, qui lui a encore le goût de l'action politique en dehors des partis traditionnels. Je me dis que les Nègres blancs sont toujours là et que leurs conditions ne se sont pas améliorées en dépit de la Révolution tranquille, en dépit des années de gouvernement du Parti québécois. Le 16 octobre, ça fera 20 ans jour pour jour que le gouvernement Trudeau du temps adoptait par décret la loi des mesures de guerre qui suspendait les libertés fondamentales au Canada. La coalition dont font partie Vallière et Simard ne veut surtout pas qu'on oublie et elle organise une manifestation qui devrait profiter, selon eux, de la remontée du sentiment nationaliste que connaît présentement le Québec. Je pense qu'on entre dans une nouvelle ère au Québec. On est en train de prendre un tournant, et un tournant vers, irréversible, je pense, vers l'indépendance du Québec. Également au programme des 20 ans de la crise d'octobre, un débat public et une soirée de festivités au cours de laquelle on relira le manifeste du FLQ. Luc Lapierre, Le Grand Journal. Et on va maintenant rejoindre rapidement André Côté au pupitre de Sport Plus. André, donc, les Expos l'ont joué à Montréal ce soir et malgré une défaite, conférence portant sur ces questions. Une semaine dans cet excellent édifice ne nous a pas découragés. Nous avons cru que si l'on a négligé les besoins du Nord dans le passé, c'est que d'habitude, nous n'étions pas représentés lorsque les décisions importantes étaient prises. Avec tout le respect que je vous dois, les priorités du gouvernement fédéral ne sont pas les mêmes que les nôtres.
Et l'on ne peut pas penser que vous agirez toujours uniquement dans notre intérêt. Ce n'est pas une critique du gouvernement fédéral, mais c'est une question de relativité. Nous sommes les mieux placés pour nous défendre. Le droit d'avoir une voix veut dire beaucoup pour les gens du Nord. Nous ne pensons pas que toutes nos propositions seront acceptées et que nos demandes feront l'objet d'une approbation automatique, mais nous voulons nous faire entendre afin que notre voix se fasse entendre. Je pense que j'ai apprécié la possibilité de vous parler à chacun d'entre vous de nos priorités. Vous serez heureux de voir que nous voulons participer aux discussions qui vont suivre les ententes conclues. Nous voulons que les règles qui sont appliquées aux autres provinces s'appliquent au Yukon afin que l'accord porte fruit. Tous les gouvernements doivent prendre un engagement à son égard. Le gouvernement du Yukon doit faire ce qu'il a fait à plusieurs reprises dans le passé, c'est-à-dire faire confiance au Canada, faire confiance dans la bonne volonté du Canada, tout comme vous devez nous faire confiance, car nous savons quelles sont les meilleures choses pour nous au cours de ce long processus, au cours de ce long débat. Et il y a eu des problèmes qui ont été causés au Nord en 82 et 1987, et plusieurs premiers ministres le reconnaissent aujourd'hui. Ils reconnaissent que nous avons une bonne cause et cela nous réconforte. Et les gens du Yukon s'en rappelleront. Nous vous remercions de votre encouragement et de votre compréhension et j'espère que vous continuerez à appuyer notre cause. Je veux vous féliciter pour une semaine de travail intense où chacun a fait preuve d'une grande détermination. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur Murray, qui nous avait fait participer à ces débats. Je félicite Monsieur le sénateur Murray, qui sera peut-être bientôt un sénateur de Terre-Neuve. Ça t'impressionne dans ce genre de spectacle ou pas? Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Il y a toujours, on se doute toujours qu'il y a une part de truc, mais à la limite, le truc, on s'en fout s'il est très très bien fait. C'est vrai qu'il faut. Et si le spectacle est là, événement. Ah ben oui. Ah, j'ai un petit événement qui s'est passé maintenant, ça fait 10-12 ans. J'en ai pas beaucoup parlé dans les interviews. Voilà, quand j'avais 15-16 ans, je faisais partie d'un. À respecter. C'est la même. D'autres motifs aux gestes posés par le forcené est que le fait que sa voiture a été reprise par la société de financement de GM en raison de défaut de paiement. Et un permis de conduire pour écolier, ça existe. Une expérience pilote est actuellement menée dans une école du comté de Bellechasse et qui vise à respecter un code de vie. Et, comme dans la vraie vie pour les automobilistes, s'ils sont pris en défaut, ils perdent des points d'inaptitude. Le permis de conduite, les jeunes l'ont obtenu parce qu'ils ont passé un premier test, celui de connaître les règles de l'école. Et s'ils le conservent, ce permis, c'est qu'ils respectent ces règles. Madame Charline Carrier de Sainte-Rose a créé ce nouveau système pour développer la discipline à l'école. Un système étroitement lié à notre permis de conduire et au code de la route. Leur montrer que les parents ont des codes à suivre, ils ont une loi à respecter. C'est la même chose face à eux autres. Un jour ou l'autre, ils vont avoir à le respecter. Comme nous, donc, l'écolier peut perdre des points d'inaptitude et éventuellement son permis lorsqu'il s'écarte du guide de la vie et de l'école. Elle m'a fait de la peine. J'étais pas content de moi. Puis j'ai dit à l'autre étape, on va me reprendre. Ouais. Elle n'a pas perdu à l'autre étape. La plupart sont plus tranquilles depuis que ça les a aidés à être plus tranquilles. Et comme sur nos routes, des panneaux de signalisation viennent rafraîchir la mémoire des écoliers pour qu'ils restent dans le bon chemin. Oui, il y en a qui ne veulent pas en perdre, puis sont déçus d'en perdre. Puis il y en a même qui pensaient de ne pas en perdre, puis en perdre. Alors ça leur fait apprendre, c'est une prise de conscience. Ça. On essaie plutôt de faire comprendre pourquoi on va reprendre l'enfant plutôt de l'obliger. Mais c'est pas correct, fais pas ça, non. Je te reprends parce que.
L'école de Sainte-Rose est la première à vivre l'expérience. Une quarantaine d'autres s'y intéressent, le ministère de l'Éducation aussi, mais la mise en marché du programme exige une soixantaine d'écoles minimum. Un système assez complet que même les adultes pourraient revenir sur les bancs d'école, non seulement pour revoir le code de sécurité routière, mais aussi pour réviser leur guide de vie, le respect des autres. Christian Gosselin, Le Grand Journal, à l'école du Petit Chercheur à Sainte-Rose, dans Bellechasse. Et dans un instant, les prévisions de la météo en compagnie de Colette Provencher. CFKM Télévision et l'écho de Louisville-Pertier vous invitent à participer aux activités du marathon. Autour des températures de normales saisonnières qui sont aux alentours de 23-24 le jour et 14 la nuit. On sait que depuis quelques jours, les températures étaient bien au-dessus des normales saisonnières. De plus, c'était très humide. Alors, pour les prochains jours, retour au normal et la masse d'air sera beaucoup plus sec, donc beaucoup plus agréable. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil sur la carte satellite. Le système qui nous intéresse pour les prochains jours, c'est une belle crête de haute pression qui est sur le nord du Québec. Cette crête descend lentement vers le sud. Donc, pour demain, on prévoit du soleil. Le soleil va s'amener lentement en après-midi pour les régions du sud-ouest de la province. Cependant, pour l'extrême-est, on prévoit encore du temps nuageux. Des averses de pluie sont prévues. Maintenant, il faudra surveiller de très près à compter de jeudi l'approche d'une basse pression qui est en provenance des Grands Lacs qui va se déplacer sur le sud-ouest de la province. Ça va nous ramener du temps nuageux avec quelques averses. Cependant, les températures vont encore rester près des normales saisonnières. Maintenant, nous allons regarder les conditions pour demain matin, 7 heures. Alors, on prévoit un dégagement pour la région métropolitaine pour les Laurentides avec 14 degrés. Pour l'Outaouais, on prévoit du soleil avec 12 degrés. La Beauce-Célestrie, encore des nuages. Il y aura des percées de soleil un peu plus tard au cours de la journée, mais très tôt demain matin, des nuages avec 12 degrés. Pour la région de Québec, ce sera nuageux avec des éclaircies 10 degrés. Pour l'est de la province, donc de la pluie pour ces régions, il y aura possibilité. Il est allé pas très loin d'ici, il a conservé son sens de l'humour et s'acheter des sous-vêtements, des chaussettes, des chemises, parce qu'il disait-il hier, il faisait état de ses petits problèmes personnels en disant qu'il est arrivé à Ottawa qu'avec 2 costumes, 2 chemises, enfin 2, etc., tout ce qu'il faut pour... Il était venu ici pour 2 jours seulement. Bon, alors voici l'intérieur de cette grande salle des conférences. Dans le passé, on la voyait un peu plus souvent à l'occasion de ces conférences constitutionnelles. Elle n'a vraiment pas servi depuis 7 jours. Pendant que le premier ministre Devine de la Saskatchewan fait son entrée. D'ailleurs, lorsqu'ils sont sortis tout à l'heure, ils avaient tous le sourire aux lèvres. Monsieur Devine, de la même façon, de la Saskatchewan. Donc, je parlais de cette salle des conférences qui n'a pas servi. Il est bien évident que ce processus de réforme constitutionnelle auquel adhèrent tous les premiers ministres, y compris M. McKenna du Nouveau-Brunswick, il faudra dorénavant que ça se fasse beaucoup plus ouvertement. Monsieur McKenna, nous avons une entente ce soir. J'imagine que vous êtes soulagé. Moi, je suis très heureux. Le fait que M. Clyde Wells doit retourner à Terre-Neuve et doit faire soit un référendum et aussi un débat dans sa chambre, ça veut dire que rien n'est joué. Je respecte sa situation. Je suis confiant du jugement de résident de Terre-Neuve. Donc, vous pensez qu'il va y avoir approbation par le Parlement de Terre-Neuve? Certainement, ça s'est passé. Moi, je suis très confiant de l'approbation de Terre-Neuve ou le Parlement de Terre-Neuve. Mais je respecte sa position. Les négociations ont été très difficiles. Pourquoi pensez-vous que Clyde Wells en ressort en disant « je n'aime pas l'accord » C'est une question de principe pour lui. Il pense très fortement que ce n'est pas la correcte façon pour régler cette situation. Mais après une semaine, je pense qu'il réalise que la réalité du Canada est très différente. Il n'a pas obtenu les clarifications qu'il voulait sur la société distincte et le rapport avec la Charte des droits, c'est ça? C'est ça. M. Bourassa a lutté très fort pour l'entrée de Québec. Je respecte ça. Merci beaucoup, M. McKenna. Alors, il est évident que pendant que M. Peterson arrive... OK, here we got Peterson. Let's go. Monsieur Peterson, êtes-vous content? Oui, je suis content. C'est un bon jour pour le Canada, je crois. Hein?
Pensez-vous qu'on va avoir, que Terre-Neuve va passer cet accord? Premier Peterson, a big night, you say, Premier, you say a big night for Canada, but Clyde Wells is going in with reservations. Not as big a night as you might have hoped. And I can tell you this, he expresses reservations effectively and well, and I think he obviously advanced the agenda of the things that he believes in, and I think he made a great contribution. But it's still up in the air if it doesn't pass the Newfoundland legislature. Well, it's got to pass in Newfoundland, it's got to pass in Manitoba and New Brunswick as well. So there's no surprises there, and that debate will take place in Newfoundland, and I'm sure that Mr. Wells will show the same leadership he's shown in the last year in this debate. But there'll be no surprises in New Brunswick, and probably not many in Manitoba, but there still could be in Newfoundland. Well, will you try and play a role in the Newfoundland decision? I'll do anything I can anywhere to help anybody. On demande à M. Peterson s'il est prêt à faire quelque chose à Terre-Neuve pour favoriser la ratification de Meach. Il est prêt à n'importe quoi. Well, if he invites me, I'd be very happy to go. It's a great place. Okay, thank you very much. Monsieur Peterson, est-ce que vous allez aller à Terre-Neuve pour faire campagne dans ce référendum? Mais je ne sais pas. Oui, M. Peterson, c'est lui. Ah, bon, on me dit que Jean Bédard est avec Jean Bourassa, avec Robert Bourassa. Monsieur Bourassa. Bon, alors apparemment, il y a une entente maintenant. Quels sont vos premiers commentaires? Vous êtes aussi satisfait qu'hier? C'est toujours un aussi grand jour pour le Canada et le Québec? Oui, certainement pour le Canada et le Québec, parce que c'est historique dans le sens que le Québec est reconnu officiellement dans la Constitution comme une société distincte et que nous obtenons des pouvoirs très, très importants dans le domaine de l'immigration. Nous récupérons le droit de veto, notamment pour ce qui a trait à la réforme du Sénat. Donc, nous avons la protection absolue sur le contenu de cette réforme du Sénat. Donc, c'est un pas de géant pour le Québec et un grand jour pour le Canada. Monsieur Bourassa, Monsieur Wells a fait un dernier barou d'honneur hier, aujourd'hui. Il n'était pas du tout d'accord avec ce qui se passait sur la société distincte. Vous êtes resté la moitié de la journée au moins à votre chambre plutôt que de venir ici à la conférence. Est-ce qu'il a cédé finalement? Où est-ce qu'on en est sur la société distincte? Qu'est-ce qu'a concédé ou compromis? Il n'y a rien de changé. Il ne s'agit pas d'interpréter ça en termes de gagnants et de perdants. Je ne crois pas que c'est l'approche la plus utile. Je crois que M. Wells va présenter à son cabinet ou à la législature. Il va prendre la décision dans les prochaines heures. Mais je suis convaincu que le résultat sera positif. Mais dites-moi, M. Bourassa, est-ce que le Québec, là-dessus, a consenti soit à la signature, soit à l'annexion, finalement, d'un document à l'entente générale sur le lien qu'on pourrait faire entre la Charte des droits et la société distincte? Qu'est-ce que vous avez consenti là-dessus? Il n'y a rien de nouveau depuis hier. Je veux dire, il y a un document qui a été déposé par des juristes. On ne peut pas s'opposer à ce que des juristes donnent leur point de vue, mais c'est le point de vue qu'on a toujours exprimé. Donc, il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. Ce qui est important, c'est que l'accord du lac Meach, parce que vous vous souvenez des déclarations qui étaient faites, je veux dire, comme quoi on voulait des amendements avant le 23 juin. Or là, le résultat principal de l'accord, c'est que l'entente du lac Meach est intégralement adoptée. Oui, mais je vous rappelle vos engagements là-dessus. Pas de clarification, pas de texte, pas de document. Absolument rien. Mais oui, mais c'est pas un document qui est déposé, qui ne fait pas partie de l'entente, qui quand même change quoi que ce soit. Alors, je pense que ce qui est important, c'est de constater que tous nos objectifs sont respectés et atteints à 100%. Direz-vous aujourd'hui, comme le souhaitait M. Mulroney il y a quelques années, que la réintégration du Québec dans la Constitution canadienne se fait dans l'enthousiasme autant que dans l'honneur? Oui, je crois que ça a été assez difficile, comme vous savez, ça a été exigeant, mais il ne faut pas s'en étonner devant l'ampleur de l'objectif. Alors, je crois que ça se fait avec fierté et avec une très grande satisfaction pour la sécurité des Québécois. Merci beaucoup, M. Bourassa. Alors l'accord est respecté intégralement. Je veux dire, l'entente du lac est respectée intégralement. Vous aurez un briefing tantôt par les spécialistes et les juristes qui pourront vous rassurer sur ces points assez secondaires. Donc, vous ne craignez pas que ce soit... Ni de loin, ni directement. Comment vous y touchez un peu, quand même? Vous serez rassuré par les juristes.
Monsieur Bourassa, pendant qu'arrive le premier ministre Buchanan de la Nouvelle-Écosse, dit oui, le Québec est reconnu société distincte. Oui, effectivement, avec Meach, on reconnaît le Québec comme société distincte, mais le Québec sera reconnu société distincte une fois Meach ratifié. Et ça, il reste encore 2 semaines à Terre-Neuve pour que l'on puisse ratifier l'accord du lac Meach. Il y a quand même une... Je crois comprendre que M. Wells va plutôt choisir la formule de l'Assemblée législative d'un vote libre dans son Assemblée législative plutôt qu'un référendum. Il avait dit un référendum, j'ai besoin d'un minimum de 12 jours. 12 jours à partir de maintenant, ça nous mènera à un référendum jeudi le 21 juin. Ratification par l'Assemblée législative le lendemain, c'est vendredi 22 juin, quelques heures seulement avant le délai final du 23 juin. Et s'il devait y avoir un vote, Bernard, à l'Assemblée législative de Terre-Neuve, je vous donne rapidement quelques chiffres. Il y a en ce moment à l'Assemblée législative de Terre-Neuve 31 libéraux dirigés par M. Clyde Wells, 19 conservateurs dirigés par M. Tom Rideout, un fervent partisan de l'accord du lac Meach, ici, et 2 indépendants. Si l'on tient pour acquis que les 19 conservateurs voteraient en faveur de l'accord du lac Meach, il faudrait qu'il y ait à ce moment-là un transfert de 7 ou 8 députés libéraux de M. Wells qui votent en faveur de l'accord, ou encore par le jeu des abstentions, on pourrait y arriver. Bon, on peut penser de toute façon qu'il va se faire une campagne très forte auprès de ces députés libéraux, je pense. Voici un haut fonctionnaire et à gauche, celui dont vous entendez parler très souvent, cet expert juriste, M. Tassé, ancien sous-ministre de la Justice, très impliqué dans le rapatriement de 82, qui est revenu, qui a quitté son poste temporairement à Bell, Canada, pour venir donner un coup de main au sénateur Lowell Murray. Alors, lorsqu'on parle des experts juristes qui disent qu'il n'y a vraiment aucune crainte pour ce qui est de la société distincte par rapport à la Charte des droits, eh bien, Roger Tassé est un de ces experts juristes qu'on suit régulièrement, qu'on cite régulièrement. Vous apercevez évidemment le ministre Bouchard, le seul Bouchard qui reste maintenant à Ottawa du côté gouvernemental, Benoît Bouchard, nouveau lieutenant du Québec. Tous les ministres, M. McKnight du gouvernement Mulroney, se sont joints à leur chef, au premier ministre, qui va faire son apparition bientôt. Marcel Masse, à droite, le ministre responsable des communications. Ils sont tous invités. Paul Tellier, le greffier du conseil privé, qui est en train de causer avec le ministre des Finances, M. Wilson. Paul Tellier a assisté à toutes ces négociations, toutes ces discussions. C'est lui, du reste, hier, qui a donné un compte-rendu de l'entente de principe à laquelle on en était arrivé au cours de l'après-midi, mais finalement qui a boité durant toute la journée. Évidemment, M. Wilson, je le vois, il doit se dire, Meach, bon, est à peu près assuré, à moins d'imprévu, d'être ratifié. Il doit se dire, sur le plan économique, ça va être tout un soulagement parce qu'il n'a pas cessé de le dire. I suppose you're a happy man tonight, Mr. Getty? Convinced to come on side. You're going to have to ask Mr. Wells. I think he's a fine Canadian, and I think he's going to express that. Is he a disappointed man? You have to ask Mr. Wells. I don't speak for other premiers. I'm very pleased. Well, what do you think it's going to pass in Newfoundland now? We will have a whole debate in the legislature, maybe a referendum. It seems that... It has to pass in 3 legislatures. You know, it has to pass in New Brunswick and Manitoba. Are you confident it'll pass in Newfoundland? Mr. Wells seems to be lukewarm at best. Are you confident Meech Lake is going to be ratified by June the 23rd? Well, I feel very good about it. It's a wonderful package for Canada, and I think Canadians thinking about their country will make sure it happens. Alors, on revient toujours à la même question, c'est l'unité du pays et les Canadiens devraient être fiers du travail effectué depuis 7 jours, dit M. Getty. We have heard that you stood at the door during these meetings, either yesterday or the day before, and stopped them from going out. Is that true? I don't like to talk about what happens inside. I can say this, though. It's very important that everyone stayed in there, and I was making sure they did. What effect, Mr. Getty, do you think this accord will have in Quebec? There was so much question about the distinct society. Everything was put into question. Do you think it's going to have a good effect in Quebec? Well, you know, the people of Quebec should be very proud of the way their premier represented them. M. Bourassa de la façon dont il s'est comporté cette semaine. And strength. And dignité. I came down here representing Alberta to make sure the people of Quebec knew that we wanted them to be with us continuing in Canada. And I hope they get the message strong and clear from us. Il souhaite que les Québécois sachent qu'on voulait des Québécois à l'intérieur du Canada. Il est certain qu'à tour de rôle, vous avez remarqué que tous les premiers ministres jusqu'à maintenant
On parlait quand bien de Clyde Wells, le premier ministre de Terre-Neuve. Il est certain que, bon, c'est public maintenant, il va y avoir tout un exercice de solidarité qui va se jouer pendant que le sénateur Arthur Tremblay reçoit les amitiés de la sous-ministre aux Affaires intergouvernementales, Mme Villemi, c'est ça, Daniel? Et que maintenant, Paul Tellier est avec le vice-premier ministre, M. Mazankowski. Qui, dans l'Ouest, probablement, a dû y aller de ses influences pour convaincre les gens de l'Ouest de faire preuve de bonne volonté. D'ailleurs, dimanche... C'est lui qui a accueilli le premier ministre du Manitoba, Gary Filmon, en compagnie d'autres ministres importants de l'Ouest, M. Joe Clark, Jacob du Manitoba, Harvey André de l'Alberta et Mme Kim Campbell de la Colombie-Britannique. Bernard, nous venons tout juste de recevoir le texte final sur lequel se sont entendus les premiers ministres, un texte long, volumineux. Pour l'instant, nous n'avons que la version anglaise du texte. On nous dit que la version française sera disponible dans une quinzaine de minutes. Il y a quoi? Je vous dis, bon, il y a une dizaine de pages. Je vous dis rapidement de quoi il s'agit. Mitch, tel quel, réforme du Sénat, c'est ce dont on a parlé depuis 3 jours. Les principes qu'on a définis, Sénat élu, Sénat devrait plus être élu, hein, on dit. Exact, Sénat plus efficace. On essaiera d'arriver à une réforme du Sénat à l'unanimité pendant 5 ans. Sinon, par la suite, il y aura ce remaniement des sénateurs dont on vous a parlé. On s'engage également à une série d'amendements constitutionnels. Le premier enchasserait dans la Constitution l'égalité des sexes. Le deuxième, le rôle des territoires, le Yukon et les territoires du Nord-Ouest dans la Fédération canadienne. Le troisième, sur les minorités. Ça, c'est le compromis qu'on a fait pour obtenir l'appui de M. McKenna du Nouveau-Brunswick. Minorité linguistique surtout. Est-ce qu'il s'agira d'un code des minorités? Ça reste à être défini. Il y a peu de détails disponibles. Et un dernier, Bernard, vous l'aurez deviné, qui porte sur les questions autochtones. Bon, déjà, qui est inscrite dans la Constitution rapatriée en 82, la question des Autochtones, ça, c'est à la dernière minute. Ce sont des pressions qui ont été faites pour permettre à l'Ouest, je pense, de signer ça. Oui, vous avez raison. Il y a également ce qu'on appelle un calendrier pour les prochaines rondes de négociations constitutionnelles. Il y aura, bon, il y a un chapitre sur la création de nouvelles provinces, sur ce qu'on appelle la reconnaissance constitutionnelle et ce qui veut dire essentiellement sur la façon de procéder pour éviter que, par exemple, ces grands débats constitutionnels se fassent à tout le moins en public ou qu'il y ait à tout le moins un apport minimum de la population canadienne et que, dans la mesure du possible, on ne fonctionne plus à huis clos comme on l'a fait au cours des derniers jours. Je ne sais pas dans quel état est ce soir le ministre Benoît Bouchard, qu'on vient de voir là, à l'écran. Monsieur Bouchard, on se souvient, lorsque le premier ministre Mulroney avait pris la parole à la télévision pour annoncer la formation. Voici à droite M. Bouchard qui salue Jean-Claude Rivet de la délégation du Québec. C'est le principal conseiller du premier ministre Bourassa depuis longue date. Il avait déjà d'ailleurs été député à l'Assemblée nationale. Donc on parle de l'état d'esprit de Benoît Bouchard qui, au lendemain de l'invitation du premier ministre Mulroney à mettre sur pied cette commission qui est devenue la commission Charest, M. Bouchard avait tout de suite remis en question la démarche du premier ministre. Il s'était fait rappeler à l'ordre. Ouais, il avait dit, Bernard, sur les ondes d'une station de radio de sa région, le lendemain matin, je suis désemparé. Ça avait été interprété comme une espèce de cri de désespoir de M. Benoît Bouchard. Certains avaient pensé qu'il allait démissionner à ce moment-là. On lui avait suggéré de prendre un peu de recul face aux événements, de réfléchir à tout ça. Et ironiquement, quand Lucien Bouchard est parti, c'est lui qui a repris le poste fort important de lieutenant québécois, c'est-à-dire celui qui s'occupe des dossiers québécois, mais surtout celui qui est responsable de maintenir une certaine discipline, une ligne de parti, ce qu'on appelle communément une conduite commune pour les députés d'un même parti et d'une même province. M. Benoît Bouchard qui a fait, dit-on dans certains milieux, un certain virage constitutionnel. Bernard, il avait souvent laissé planer la possibilité de démissionner. Ces dernières semaines, il disait carrément, écoutez, nous, on est à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec. Quoi qu'il arrive, il sera nécessaire que des députés restent à Ottawa pour continuer à défendre les intérêts du Québec. Et ce qu'il faut surtout éviter, a répété Benoît Bouchard à plusieurs reprises à ses collègues du caucus québécois et à plusieurs reprises à la télévision, aux médias d'information, ce qu'il faut surtout éviter, c'est de laisser toute la place à Jean Chrétien. Oui, et puis l'autre Bouchard, Lucien Bouchard, qui va réagir prochainement. On sait que déjà, il a fait 3 interventions publiques depuis sa démission fracassante du cabinet Mulroney, pendant que le ministre Gilles Rémillard s'entretient avec... vraiment, je ne le connais pas, celui-là, Daniel. Moi non plus, hélas. Bon, enfin bref... Lucien Bouchard, vous avez dit tantôt,
on parle d'un Sénat qui serait élu avant-hier ou c'est-hier, j'oublie, parce qu'on ne sait plus où on en est. Je pense que c'était quelque part mercredi ou jeudi. À Pointe-au-Pic, à Pointe-au-Pic, surtout pas un Sénat élu. Oui, parce que la solution de Lucien Bouchard, et ça rejoint la solution de plusieurs personnes, non seulement au Québec, mais dans certaines régions, dans certains milieux du Canada, c'est d'abolir tout simplement le Sénat, organisme pas absolument nécessaire, dit-on, dans le contexte politique canadien. Ce à quoi on s'engage maintenant, c'est une réforme du Sénat. Les gens qui connaissent bien tout le processus dans lequel on s'engage vous diront que c'est un processus qui ne sera pas facile, qui va être très long. Des experts constitutionnels nous disent qu'il faudra compter au moins une dizaine d'années avant qu'on vote une première fois pour élire des sénateurs. Dans le cas du Québec, par exemple, si on devait mener à bien cette réforme constitutionnelle, Bernard, ça veut dire qu'on devrait éventuellement élire 24 sénateurs dans 24 districts électoraux ou circonscriptions, je ne sais trop comment on les appellera à ce moment-là. Alors, c'est tout un changement et vous réalisez bien que si on doit en arriver à élire des sénateurs, il faudra aussi leur donner des pouvoirs. Actuellement, ils ne sont pas élus, ils sont nommés. Ils ont un certain pouvoir au Sénat, on le voit. Quel pouvoir ils auront, évidemment? C'est ça. Actuellement, la majorité libérale au Sénat réussit à mettre des bâtons dans les roues des projets de loi gouvernementaux. Mais une fois élus, ils exigeront des pouvoirs beaucoup plus importants que ceux qu'ils ont actuellement. Alors, toute une redéfinition des pouvoirs au Canada. Ce seront des changements, s'ils sont menés à bien, des changements énormes. Et cette définition des pouvoirs, ça va être quelque chose, c'est ça? Est-ce qu'on leur en donne plus, on leur en donne moins? Ils représentent les intérêts des provinces. Est-ce que c'est une érosion du pouvoir des provinces? Le rapport par rapport... oui, le rapport, effectivement, par rapport à la Chambre des communes. Voici l'autre constitutionnaliste que vous connaissez bien, le sénateur Gérald Beaudoin. Alors, sont invités à cette cérémonie de présentation, si vous voulez, Jean Charest derrière le sénateur Beaudoin, l'ancien président de la commission du même nom. Merci. Alors, sont invités les sénateurs conservateurs, je sais que Mme Chaput-Roland qu'on a vu tout au cours de la journée, les membres, tous les membres de la commission Charest, de même que les ministres du gouvernement Mulroney. À qui on avait demandé, Bernard, de rester à Ottawa toute la fin de semaine, dans la mince éventualité qu'on ait eu besoin de retourner au Parlement fédéral pour faire adopter quoi que ce soit, mais ce n'est pas le cas. Maxence Bilodeau est à quelque part sur le parquet, je pense. Oui, bonjour Bernard. Oui, alors vous avez... qu'est-ce que vous avez à nous dire d'abord à ce moment-ci? Essentiellement, vous faire part du point de vue de la position manitobaine, qui étaient évidemment les dissidents là-dedans avec Terre-Neuve. Alors aujourd'hui, j'ai parlé à Sharon Carstairs, à Gary Doer, j'ai entendu également Gary Filmon et des représentants du cabinet. Ce n'est pas l'allégresse. On est fort soulagé, par contre, que tout ça soit terminé. Sharon Carstairs me disait, par exemple, on ne voulait pas, nous, au Manitoba et à Terre-Neuve, être considérés comme ceux qui vont provoquer des troubles politiques au Québec à cause de notre opposition à la cause Black Beach. Alors, on voulait absolument en arriver à une entente. Le Manitoba n'a pas tout gagné, nommément sur la société distincte. On voulait avoir beaucoup plus. On voulait être absolument certain que la Charte des droits avait préséance sur la clause de la société distincte. Oui. On ne l'a pas obtenu. Mais malgré tout, on trouve que ça va. C'est un bon règlement. Il n'y a pas de quoi crier victoire, mais ça va. Bon, j'aimerais savoir une chose. Cette conversion de M. Filmon, en quelques mots, comment ça s'est passé? Essentiellement, je pense que c'est la pression. M. Filmon n'avait pas le choix. Vous voulez dire la toute première conversion? Non, la conversion de M. Filmon, finalement, qui accepte de ratifier l'accord du lac Meech. Exactement. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Les pressions étaient trop fortes. Leur poids politique n'est pas suffisant. On leur aurait reproché. Ils le savaient. Ils devaient. Mais ce qu'ils cherchaient d'abord et avant tout, c'est à obtenir des amendements à Meech. Ils en ont obtenu. Ils en ont obtenu suffisamment. Par exemple, la clause Canada, Gary Doer nous dit jamais on a cru qu'on obtiendrait la clause Canada d'ici le 23 juin. Ouais. On s'en est servi comme pouvoir de négociation. Effectivement, ça leur a permis d'aller chercher des choses sur le Sénat, même si encore là, ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils voulaient. Ils ont voulu montrer qu'ils avaient du pouvoir, le Manitoba, effectivement, ont obtenu des choses. Bon, alors, quelle est l'atmosphère sur le parquet? Parce que vous y êtes depuis quelques minutes, quand même. On se serre des mains partout. C'est vraiment le soulagement. Ça a été fort long ici pour tous ces gens. Ces négociateurs. Il y a ici beaucoup d'avocats, de gens qui ont négocié jour et nuit, qui ont traîné dans le corridor, qui se consultaient, qui travaillaient sur des vérités, qui travaillaient sur des rumeurs. Là, c'est vrai, c'est terminé. Il y a un texte. On est tous fort heureux. C'est très évident ici. Bon, alors, autre chose à ajouter pour l'instant, Maxence? Non, ça va, merci. Ben, merci beaucoup. Bernard, j'ai ici le texte qu'on retrouve dans ce document sur la notion de société distincte. Je rappelle que tout ce que j'ai en ce moment, c'est la version anglaise. Je vous propose une traduction tout à fait littérale de ce texte. Oui. Le Premier ministre et les premiers ministres prennent bonne note du débat public entourant la notion de société distincte depuis son inclusion dans l'accord du lac Meech. Un certain nombre de constitutionnalistes renommés
des autorités en la matière ont mis de l'avant un certain nombre de points de vue là-dessus, des points de vue qui sont colligés quelque part dans un recueil. Le premier ministre le premier ministre fédéral et les premiers ministres provinciaux reverront ces points de vue et d'autres données relatives à la notion de société distincte. Et ça ne va pas plus loin pour l'instant. Je vous rappelle que c'est une traduction très littérale de la version anglaise du communiqué. La femme en gauche avec la robe verte, enfin, on fait un peu de patinage, mais c'est Madame... Deborah Coyne, c'est la principale, sinon la seule conseillère, conseiller constitutionnel du premier ministre Clyde Wells. S'exprime bien en français, elle a vécu longtemps à Montréal, elle connaît bien le Québec. Elle a énormément d'influence sur M. Clyde Wells. Elle y est pour beaucoup dans la plupart des décisions, des principes défendus par le premier ministre de Terre-Neuve. Bon, mais il reste que la société distincte faisait problème, pas seulement au Manitoba, mais de même qu'à Terre-Neuve. Et puis au début aussi, il y en avait d'autres qui avaient quand même des réticences. Bon, alors donc, rappelons les faits, on va paraffer cette entente. Il semble que tout le monde va la paraffer, mais dans le cas de Terre-Neuve, on va la soumettre à l'approbation de l'Assemblée législative. Le premier ministre Wells promet de ne pas y faire obstruction. Ce sera un vote libre, finalement. Je me demande... vous avez raison de ne pas s'opposer à ce que l'accord du Lac-Meach soit adopté dans son Assemblée législative, mais s'il est vrai, comme on l'a raconté encore cet après-midi, que des centaines et des centaines de citoyens ont téléphoné aujourd'hui, surtout, mais depuis le début de la semaine, au bureau de M. Clyde Wells, lui disant « Ne lâchez pas, n'acceptez pas l'adoption de l'accord du Lac-Meach ». Ce sera sûrement très difficile pour ces députés libéraux qui devront, permettez-moi l'expression, il ne m'en vient pas de meilleur à l'esprit, qui devront se sacrifier. Ce sera sûrement très difficile d'en trouver, enfin, le nombre qu'il faut pour obtenir la ratification de l'accord du Lac-Meach. Il y a là-bas, bon, un mouvement populaire. Si M. Wells dit, écoutez, oui, on peut vivre avec ça, c'est pas l'idéal, loin de là, mais on peut vivre avec ça, ça faciliterait sûrement la tâche à ces députés qui devront voter en faveur de l'accord. Vous parlez de l'abondance du courrier. Bon, j'imagine que Post Canada a dû hausser ses profits. Post Canada commence à faire des profits parce que pas seulement M. Wells, mais Philman également en a reçu. Le premier ministre Bourassa également, des lettres d'appui, mais également de mise en garde. On me dit que le ministre Gilles Rémillard est avec Julie. Alors, Julie, oui, allez-y. Oui, Monsieur Rémillard, il semble que Clyde Wells a résisté jusqu'à la dernière minute. C'est un accord, mais c'est un accord qui a été extrêmement difficile à arracher. Oui, c'est un accord qui a été très difficile pendant les 5 et 6 dernières journées. On a discuté très sérieusement et quelquefois, je peux vous dire que c'était dur, très dur. Mais Québec est arrivé ici et il avait dit avant d'ailleurs, pendant 3 ans, il l'a dit, Lac-Meach doit être accepté comme il est, sans amendement. Et nous quittons avec ça ici, là. Il n'y en a pas d'amendement et nous avons nos droits de veto. Nous récupérons tout ce qui avait été perdu en 81. Et pour nous, pour l'avenir du Québec, pour la place du Québec dans la Fédération canadienne, c'est exceptionnel. Est-ce que vous sentez que ça va être une entente qui va être facile à vendre au Québec? Je pense à ces 7 jours de négociations à huis clos. Les Canadiens, les Québécois n'ont rien vu de ce qui s'est dit à l'intérieur. Est-ce que vous pensez avoir de la facilité à vendre ça? La situation était tellement difficile qu'il fallait que ce soit à huis clos. Moi, je peux vous dire que ça s'est parlé très franchement dans ces rencontres-là. Et vraiment, on n'avait pas le choix. Il fallait que ça se déroule comme ça. On ne pouvait pas faire autrement. Et ça a permis le dénouement que nous connaissons maintenant. C'est un Lac-Meach qui est accepté sans aucune modification. C'est une société distincte qui est acceptée sans aucune modification. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est terminé. Il restera à Terre-Neuve, il restera au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, de voter leur résolution. Mais avec l'engagement des premiers ministres, ça devrait aller. Expliquez-moi ce qu'il y a à l'intérieur de cet avis juridique sur la société distincte. Bon, c'est un avis juridique qui a été donné par des constitutionnalistes, des experts, et qui n'est pas un document qui a été endossé par la conférence, mais qui a été déposé au président de la conférence. Et par conséquent, ça a la force légale que peut avoir une opinion juridique, tout simplement. Si ça peut convaincre M. Wells, M. Philman qu'il n'y a pas de problème, pour nous, on n'a pas d'inconvénient, ça. Le Nouveau-Brunswick est assez déçu. Il semblerait que vous vous êtes opposé à ce que le Nouveau-Brunswick obtienne la clause de promotion de la dualité linguistique dans la province. Non, au contraire. Ce que nous voulons, c'est que nos amis acadiens puissent profiter de notre sécurité
par la promotion et c'est ce que nous avons toujours voulu faire. Alors, ce que nous voulions, c'est que ça puisse se faire par une voie bilatérale dans la Constitution, par l'article 43, et c'est manifestement ce qui se fera. Alors donc, en conséquence, ils sont, je pense, très contents et nous sommes aussi très heureux pour eux. S'il y a un référendum à Terre-Neuve, est-ce que vous allez aller faire campagne ou vous allez essayer d'être discret jusqu'au 23 juin? Simplement, si on avait une invitation, je ne vous dis pas, j'y irais pas. Mais je pense que M. Wells va s'occuper très bien de sa situation et ça nous fera plaisir de collaborer avec lui s'il veut qu'on collabore avec lui. Merci, M. Rémillard. Merci, Julie. C'est une bien bonne question, mais c'est pas facile à répondre. Écoutez, je ne sais pas, est-ce qu'on invitera M. Bourassa à aller faire campagne à Terre-Neuve? Est-ce qu'on invitera M. Mulroney à aller faire campagne à Terre-Neuve? M. Wells a dit, vous êtes tous les bienvenus. Déjà, on pense que Frank McKenna aurait accepté l'invitation de M. Wells. Alors, les premiers ministres font leur entrée. Le premier ministre Peterson de l'Ontario, celui qui a joué un rôle extrêmement important, mais bien avant, celui qui a conclu un pacte avec le premier ministre Bourassa, celui qui finalement a dit sur la réforme du Sénat, bon, ben, d'accord, je suis prêt à céder 6 provinces. Il vient d'embrasser la jeune femme du bureau du ministre Gilles Rémillard. Je pense que c'était son attaché de presse. C'était même la fille de Gérard Delévesque. Le premier ministre Bourassa, poignée de main avec le ministre des Finances, M. Wilson. Benoît Bouchard, qui se retourne. Monsieur, pendant qu'on voit avec Gilles Loisel, le ministre Loisel, et voici M. Philman du Manitoba. Je voyais cet échange entre M. Wilson et M. Bourassa. M. Bourassa, hier soir, a dit « Nous avons la paix constitutionnelle. Maintenant, nous aurons l'occasion de nous pencher et de mettre l'accent sur les choses économiques. » Oui, et l'occasion aussi de se relancer très rapidement dans un calendrier de discussions constitutionnelles très chargé. Bernard, je viens de découvrir en relisant l'entente dont on vient d'avoir copie en français, qu'il y aura aussi conférence constitutionnelle sur les questions autochtones une fois tous les 3 ans, jusqu'à conclusion d'une entente à la satisfaction et des Autochtones et des gouvernements fédéraux et provinciaux. Il y aura aussi, vous l'aurez deviné, sur la question du Sénat, une première conférence sur la réforme du Sénat en septembre à Edmonton, en Alberta. Auparavant, une commission nationale sera chargée de recueillir l'opinion des Canadiens là-dessus, de quelle façon devrait se faire la réforme du Sénat. On peut prévoir que des audiences se tiendront d'un bout à l'autre du pays. Et quand on parle d'une commission nationale, Bernard, ça reste à être vérifié. Je n'ai pas les détails dans le texte de l'entente. On peut penser que ce sera formé de personnes indépendantes, comme on en retrouve dans les commissions royales d'enquête, plutôt que de députés fédéraux ou provinciaux, comme on en avait d'abord parlé. Je ne sais pas si M. Wells s'apprête à paraffer le document, j'imagine que non, enfin, c'est peut-être une blague de mauvais goût. Il est en train sûrement de coucher sur papier quelques notes, parce qu'à tour de rôle, évidemment, je pense que le premier ministre souhaitera la bienvenue à tout le monde. Attendez-vous à ce que il y a de très bons mots, beaucoup de chaleur à l'endroit de Clyde Wells, à l'endroit de M. Philman, encore une fois de M. McKenna également, qui lui s'était converti officiellement au début de la semaine. Dans le cas du Nouveau-Brunswick, il y a longtemps qu'on sentait que c'était fait ou c'était à peu près acquis. Oui, on a longtemps souhaité auparavant que M. McKenna pose ce geste beaucoup plus rapidement qu'il l'a fait. Au moment où ça allait très mal, on souhaitait que M. McKenna annonce publiquement sa décision de déposer à son Assemblée législative l'accord du Lac-Meach pour adoption. Ça aurait permis de créer un momentum à un moment où on en avait désespérément besoin. Dans quelle mesure? À la toute dernière minute, il a toujours dit, le gouvernement de ma province exige des compromis. Il faut les avoir avant de faire quoi que ce soit. Oui, mais alors, dans quelle mesure la conversion en pleine conférence de M. McKenna aurait-elle pu jouer pour donner justement un peu d'allant aux négociations? Dans quelle mesure les gestes un peu spectaculaires étaient-ils vraiment calculés? Faisaient-ils partie d'une stratégie? On peut penser qu'il y en avait de la stratégie derrière tout ça. Évidemment, on peut imaginer toutes sortes de scénarios. Il n'est pas dit qu'on arrive nécessairement à suivre ces scénarios à la lettre, mais quand même. Je pense aux gestes de M. Bourassa, par exemple. Il y a peut-être 3 grands gestes, Bernard, qui auront été des points saillants de ces négociations. Celui de M. McKenna, d'abord, sa décision d'appuyer l'accord. Celui de M. Bourassa qui a dit jeudi soir, fini, moi je ne parle plus de société distincte. Et sûrement celui de M. Peterson hier qui a dit, écoutez, si pour s'entendre sur la réforme du Sénat, je dois faire un geste, je vais le faire. L'Ontario accepte de céder 6 postes de sénateurs
Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse ont fait immédiatement la même chose. Ils en ont cédé chacune deux qui ont été transférées immédiatement aux 4 provinces de l'Ouest et à Terre-Neuve. Alors, ce sont peut-être les trois déclencheurs, mais toutes ces négociations, Bernard, ont été très dures. Vous voyez, M. Don Getty, on nous raconte qu'hier, à un moment donné, c'était l'impasse totale. M. Philman et M. Wells avaient décidé de quitter la salle. M. Getty s'est levé du haut de ses 6 pieds et quelques, ancien joueur de football. Il a dit, écoutez, non, vous ne sortirez pas d'ici. Il faut qu'on s'entende avant que quiconque sorte de cette salle. Ça vous donne un peu l'idée de ce qui s'est passé. M. Peterson, le premier ministre de l'Ontario, disait tout à l'heure, Bernard, ça a été extrêmement difficile. Il a employé cette expression imagée. Il y a du sang sur le plancher, c'est le sang de nous tous. Façon de dire que ces débats ont été parfois orageux, extrêmement difficiles. D'ailleurs, après-midi, lorsque le premier ministre Wells est retourné à son hôtel, accompagné de M. Philman du Manitoba, qui, paraît-il, était chargé par quelqu'un dans la salle d'aller le réconforter. Il paraît que M. Wells était visiblement fatigué, la pression considérable. Il était complètement claqué et il avait besoin de prendre un peu de recul face à ça. La pression est énorme. Déjà ce matin, il en a fait part. Il dit, moi, une expérience comme celle-là, jamais je ne revivrai une chose semblable. Ce qu'on comprend mieux maintenant, on y reviendra, oui, allez-y. Oui, alors la chef du NPD, Mme McLaughlin, est avec Maxence Bilodeau. Madame McLaughlin, quel rôle avez-vous joué comme chef du NPD dans la résolution de ce conflit-là? Est-ce que vous avez fait, par exemple, des pressions particulières sur Gary Doers du NPD au Manitoba? Ce n'était pas une question de pression, mais évidemment, j'ai eu beaucoup de discussions avec Gary Doers, mais avec les autres leaders de notre parti. Et pendant cette semaine, j'ai eu beaucoup de discussions avec les militants de notre parti, le caucus de mon parti. Dites-moi, quel est le gain majeur de l'accord du lac Meech? Je pense que je n'ai vu le document. Je n'ai pas vu le document, mais je pense que toujours nous avons appuyé les sentiments de Québec. Mais nous avons dit que c'est nécessaire d'avoir une méthode d'aborder les problèmes pour l'égalité des femmes, pour les Autochtones. Je comprends que dans ce document, il y a une clause concernant l'égalité des femmes et aussi la possibilité de conférence pour les Autochtones. Merci beaucoup, Mme McLaughlin. Bon, alors, on voit à quel point les applaudissements, c'est sûrement, oui, pour le premier ministre Mulroney. Voici l'homme qui avait promis la réconciliation nationale en 84. 2 semaines et quelques jours après, ironiquement, après le départ de celui qui l'avait inspiré, Lucien Bouchard, il annonce la conclusion d'une entente, ou presque. Chers amis, this is a happy day for Canada. The agreement before us will reintegrate Quebec into the Canadian constitutional family. It will allow us to turn a page on Canadian constitutional development, une page dans le to développement start a new chapter, constitutionnel building a et stronger country d'entreprendre un nouveau for our chapitre children. pour édifier un pays With plus this fort better pour nos future in enfants. mind, I now invite Avec the un First meilleur Ministers, avenir en vue, representing the j'invite people les of their premiers provinces, ministres qui représentent leur to sign the province official document. à signer le Mesdames et document messieurs, officiel. C'est un grand jour pour le Canada.
L'entente devant nous va permettre au Québec de réintégrer la grande famille constitutionnelle. Il va nous permettre de tourner une page dans l'évolution de la Constitution canadienne et d'ouvrir un nouveau chapitre en vue de bâtir un pays plus fort pour tous nos enfants. C'est avec cet avenir en tête que j'invite maintenant les premiers ministres qui représentent les citoyens de leurs provinces respectives à signer ce document historique. Voici à gauche qui remet le document, Norm Spector, du Bureau des relations fédérales provinciales. Lui, joue, sur le plan de la stratégie, il joue un rôle extrêmement important là-dedans depuis toujours. Déjà, il a travaillé pour l'ancien premier ministre Bennett de Colombie-Britannique. C'est un Québec. Il est originaire de Montréal. On parle de lui, Bernard, pour remplacer éventuellement, et peut-être plus rapidement qu'on le pense, le secrétaire du cabinet, M. Stanley Hart. Le premier ministre Bourassa vient d'apposer sa signature, ce qui confirme que l'on reconnaît les caractéristiques propres du Québec avec Meach comme étant une société distincte. Réintégration dans la Confédération, ce que le Québec n'avait pu faire en 1982. Effectivement, donc on complète le rapatriement, effectivement, amorcé par l'ancien premier ministre Trudeau. Le Nouveau-Brunswick, M. McKenna, qui a promis de déposer rapidement à son assemblée législative l'accord du lac Meach. Là aussi, il n'y a pas de problème en vue avec la majorité absolue que détient M. McKenna. Ce devrait être une technicalité. M. Van der Zandt de la Colombie-Britannique, qui a eu des hésitations à propos de la société distincte au point où, à un moment donné, il a parlé de 10 sociétés distinctes. Et puis, le premier ministre Devine de la Saskatchewan, qui, au début de la conférence, quand on a senti que ça commençait à aller mal, a dit, écoutez, on a un ami au Québec et il faut vraiment l'aider à régler son problème. Et ce sera ensuite... Oh là là, ça c'est... Je vous ai parlé tout à l'heure, Bernard, du retour du Québec dans la Confédération. Je voulais dire, vous avez deviné, la Constitution. Oui, bien sûr. Don Getty, qui, avec cet accord Meach, bien sûr, il a défendu la réforme du Sénat. D'ailleurs, il y a déjà un sénateur qui est élu en Alberta et qui attend, qui aimerait bien venir siéger à Ottawa. Il est même venu faire son lobbying à un moment donné. Il y a peut-être le problème, dans le cas de M. Stan Waters, d'être affilié à un parti qui n'a pas que des amis à Ottawa, le Reform Party. Effectivement, qui dans les sondages talonne de très près le Parti conservateur en Alberta. M. Giz vient d'apposer sa signature au applaudissement. Il reste, ce sont des moments importants pour ces gens-là quand on pense la croisade qu'ils ont menée pour gagner certaines choses. Bon, dans le cas de M. Buchanan, il était acquis au Québec, acquis à cette ronde québécoise, comme on l'a appelé, pour Meach. M. Peterson également, ça ne faisait aucun doute. Mais M. Philman, M. Wells, bon, M. Philman qui voulait, qui en avait contre la société distincte, et qui voulait absolument que dans le préambule, il y ait cette... Clause Canada.
M. Peterson, qui de près a vu évidemment notamment cette résolution McKenna qu'avait déposée le premier ministre McKenna du Nouveau-Brunswick. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, de façon importante, l'idée du Canada a été indiquée. C'est le fait que des gens de différents groupes linguistiques, de différentes cultures, de différents milieux ethniques et religieux vivent dans le respect mutuel et l'harmonie, enrichissent la vie les uns des autres et se font une place dans la vie. Effectivement, c'est un idéal qui repose sur la dignité de chaque être humain, la valeur de chaque individu, l'importance de chaque famille, de chaque communauté, de chaque province et territoire et de chaque région. En politique comme dans la vie, il est plus difficile d'unir que de diviser, de bâtir que de détruire. Mais effectivement, je pense que en présence, mesdames et messieurs, des premiers ministres de toutes les provinces, de la Colombie-Britannique jusqu'à Terre-Neuve et le Labrador. Vous êtes, et je peux vous l'affirmer, après 7 longs jours et nuits de négociations, je peux dire au pays tout entier, avec ces individus, vous êtes effectivement en présence de bâtisseurs. Parce que cet idéal canadien a prévalu grâce à la lucidité de tous les premiers ministres, leur sagesse, leur courage et leur sens de compromis. Nous avons devant nous une entente juste et honorable. Une fois que 3 autres assemblées législatives adopteront cela, le Québec reviendra membre de la famille constitutionnelle. Nous pourrons passer à d'autres réformes constitutionnelles comme celle du Sénat, qui est tant souhaitée par tant de gens dans l'Ouest, dans l'Est et un nombre croissant dans toutes les régions du pays. Ceux qui ont exprimé des préoccupations sur le lac Meech auront l'assurance qu'on touchera ces questions. Je crois que l'histoire se souviendra que les premiers ministres Peterson, Bourassa, Buchanan, Van der Zandt, Getty sont demeurés fidèles à leur vision du Canada et ont fait face à l'entente du lac Meech. Et l'histoire se souviendra aussi, avec générosité, que les premiers ministres McKenna, Filmon et Wells ont trouvé possible d'étendre le consensus et, en ce faisant, d'apporter une contribution permanente à l'unité du Canada. L'histoire se souviendra aussi que les premiers ministres ont persévéré pendant 7 jours pour trouver un moyen pour que les Québécois soient vraiment partie du Canada. Personne ne perd dans l'entente devant nous. L'entente a un objectif très simple au sujet d'un Canada uni à l'échelle du Canada. Le Manitoba, Terre-Neuve et le Nouveau-Brunswick présenteront l'accord à l'Assemblée législative ou au public avant le 23 juin. Une fois que ce sera adopté, le gouverneur général sera avisé de proclamer la modification. Bientôt, nous pourrons terminer ce chapitre de réforme constitutionnelle, mais il ne faut pas oublier les leçons que nous en avons tirées. Une leçon qui est très claire, c'est qu'il faut trouver un moyen pour avoir l'implication du public dans le processus de modification constitutionnelle. Personne ne veut que ce processus recommence une autre fois et je peux dire au nom de tous mes collègues premiers ministres, de toutes les délégations et de tout le Canada, que personne d'entre nous ne veut recommencer cela ou ne veut que le pays soit soumis à ce genre de procédure. Enfin, pour utiliser un terme poli, cela explique pourquoi nous voulons reviser la procédure de modification avec des audiences publiques. Une autre leçon, il y a des malentendus graves dans ce pays et dans l'intérêt du Canada, il faut les éclaircir. Le débat a été sur des virgules, des points d'interrogation, des préambules, des introductions, etc.
Mais sur la scène nationale, c'est au sujet du bilinguisme et du multiculturalisme, de l'aliénation et du favoritisme et de l'aliénation. Après 123 ans de confédération, bien des Canadiens de langue anglaise ne comprennent pas et n'acceptent pas non plus que la dualité francophone-anglophone demeure au cœur de notre pays. Et au Québec, la complexité régionale du Canada anglais et l'insatisfaction du statu quo évidente dans l'Est et dans l'Ouest n'ont pas été comprises pleinement. L'ambiance a été très étrange au cours des derniers mois et je crois que la friction résulte d'erreurs. Le Canada n'est pas un pays d'intolérance. Il y a toujours cette petite poignée de personnes qui a désacralisé le drapeau du Québec. Il y a les chefs religieux de Brockville, Ontario, qui se sont excusés de l'incident, qui sont allés à Montréal pour être sûrs que les Montréalais et les Québécois comprendraient que c'était l'œuvre de quelques-uns et n'était pas du tout le sentiment de la grande et généreuse province de l'Ontario. Aussi, je voudrais indiquer aux centaines de milliers de jeunes anglophones d'un océan à l'autre qui sont dans les programmes d'immersion, non pas à cause de pression politique, mais parce qu'ils comprennent qu'il y a deux langues officielles au Canada, qu'il y a un désir véritable de partager la culture française. C'est la preuve de la décence essentielle des Canadiens, de leur volonté profonde de vivre ensemble dans l'harmonie et la coopération, et c'est souhaitable et très nécessaire. Le débat du lac Meech a été amer à l'occasion et a ouvert des plaies qui ne se refermeront pas de sitôt dans notre esprit. Il faut guérir ces plaies dans les mois à venir. Nous allons promouvoir l'unité du Canada de façon vigoureuse. Il faut reconstruire la tolérance des objectifs communs qui sont au cœur et à la racine de notre succès comme pays. Nous voulons lancer de nouvelles initiatives de politique pour mettre en valeur l'unité nationale et répondre à tous les besoins des Canadiens. Il faut restaurer la confiance des Canadiens à tous les niveaux et de toutes les régions du Canada. Je voudrais ici m'adresser particulièrement au Québec, qui a été au cœur de cette ronde de discussion, et lui souhaiter de nouveau la plus cordiale des bienvenues au sein de la grande famille canadienne constitutionnelle. Je sais que cette période a été très éprouvante pour tous les Québécois et Québécoises. Et je sais aussi que certains ont douté de l'idéal canadien. Certains ont prétendu que la reconnaissance du caractère distinct de la société québécoise serait compromise. Mais elle ne l'a pas été. D'autres ont soutenu que le Québec serait isolé. Mais en aucun moment de ces négociations, le Québec n'a été en danger d'être isolé. En fait, tout l'exercice a été entièrement axé sur l'objectif de ramener le Québec dans le giron constitutionnel et de lui permettre de se sentir entièrement à l'aise au sein du Canada. Jamais sa dignité n'a été attaquée ou ses principes compromis. Mais l'accord du lac Meech assure au Québec ce qu'il lui fallait pour protéger sa spécificité culturelle et linguistique. La Confédération canadienne, grâce à sa flexibilité et à son rayonnement dans le monde, demeure pour le Québec l'instrument le plus efficace de protection de sa culture et de développement de son économie. Il est extrêmement important que les Québécois, conjointement avec l'ensemble de la population, fassent tout en leur possible dans les prochains mois pour renforcer les liens qui unissent notre grand pays.
The world is accelerating into the 21st century, and all Canadians... Le monde s'avance vers le 21e siècle et nous serions très désavantagés s'il y avait toujours le fardeau de l'échec en essayant de réconcilier le passé et l'avenir. Nous avons besoin de l'entente pour unir le pays face à la concurrence très forte, ici et à l'étranger, pour construire un avenir économique plus brillant pour tous les Canadiens dans tout le pays. Pour cette raison, je suis si heureux que cette tentative de réforme constitutionnelle soit une réussite. Avec cette entente, nous rejetons les vues étroites et petites au sujet de l'avenir du Canada. Nous gardons la confiance des pères de la Confédération, nous validons les efforts des générations à venir. Avec cette entente devant nous, nous préservons pour nos enfants le progrès de notre pays. Travaillons avec harmonie pour terminer ce chapitre de réforme constitutionnelle le 23 juin et ayons ensuite le 1er juillet le plus joyeux que nous ayons connu et ensuite construisons le pays le plus tolérant et plein de compassion du monde entier. Colleagues, there is usually an order of speaking at these events. Ordinairement, lors de telles réunions, on a une certaine préséance à observer pour les différents discours, mais ce soir, avec votre permission, je vais un petit peu changer les choses. Plutôt que de donner la parole au premier ministre de la province la plus ancienne, je vais commencer par la province la plus jeune. C'est-à-dire que je vais donner la parole au premier ministre de Terre-Neuve et du Labrador. M. Wells a participé à nos délibérations d'une façon extrêmement active et constructive à la fois. Je sais que pour lui, comme pour nous tous, la tâche fut difficile, les heures ont été très longues, les défis très grands. Je pense que je peux dire au nom de tous nos collègues qui ont participé à ces discussions historiques que nous avons apprécié la participation positive du Premier ministre Wells qui a apporté à la table une position ferme et positive. Si nous avons réussi comme nous l'avons fait, c'est dans une large mesure grâce à sa contribution à nos délibérations. En votre nom, j'aimerais maintenant lui donner la parole. Il sera le premier à intervenir ce soir. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre fédéral. Vous me pardonnerez peut-être si je souhaite la bienvenue à tous ces gens qui sont ici à la conclusion de cette rencontre historique qui sera peut-être le plus long dîner des premiers ministres de l'histoire. Mais je pense qu'il est approprié, Monsieur le Premier ministre, que j'explique au pays la logique de la position que j'ai défendue au cours des derniers jours. Je dois défendre cela et expliquer cela face aux gens de Terre-Neuve et du Labrador. Je me sens également obligé de m'expliquer face à l'ensemble de la population canadienne, car les derniers mois ont été des mois difficiles au pays. Je pourrais dire que les 3 dernières années ont été des années difficiles. Les 12 derniers mois en particulier ont été extrêmement difficiles et pénibles au pays. On a vu beaucoup d'émotions, surtout parce que certaines des questions qui ont fait l'objet de débats et de discussions étaient des questions basées sur la culture et la langue, et que cela soulève les passions. Mais tout n'était pas question d'émotivité. Il faut aller plus profondément. Tous les Canadiens ont des pensées profondes et s'inquiétaient de ce que nous faisions
à l'égard de notre Constitution et de la façon dont nous allions construire notre Constitution. C'est probablement la tâche la plus difficile qui se puisse trouver que de tenter d'établir une Constitution pour un pays comme le nôtre où il y a 10 parties différentes qui sont égales et qui veulent être des participants à égalité dans ce pays. Nous voulons en même temps prévoir dans cette Constitution une reconnaissance professionnelle particulière pour ceux qui, au Canada, sont une société distincte. Il n'est pas facile de le faire. Et il n'est pas surprenant que les 3 derniers mois aient été aussi difficiles. La position de Terre-Neuve à l'égard de cette question a, depuis le début, été fondée sur une préoccupation profonde pour l'avenir du pays dans son entier. Dans toutes nos discussions, dans toutes nos délibérations et dans toutes les positions que nous avons énoncées, nous avons voulu mettre de l'avant les intérêts du pays avant tout le reste, et les intérêts de Terre-Neuve sont passés en deuxième lieu. Je pense que c'est là la responsabilité de toutes les provinces du pays. Le Québec est une société distincte, nous le reconnaissons. Et je dis maintenant à mes amis du Québec que je crois que c'est la responsabilité de tous les citoyens du Québec de penser d'abord au Canada et de reconnaître que pour toutes les autres provinces, le Québec vient en deuxième lieu. Nous avons préparé notre position en nous basant là-dessus. Nous avons évalué ce que l'on proposait dans l'accord du Lac-Meech. En tenant compte de cela, nous avons voulu voir son acceptabilité tout en tenant compte des préceptes fondamentaux qui doivent régir le pays. Un pays qui doit être uni et qui doit être plus que simplement la somme de ses parties. Il faut comprendre qu'être un Canadien, c'est plus que d'être simplement un habitant d'une province ou un territoire. Voilà ce qui a passé en premier. Nous avons reconnu l'égalité de tous les citoyens, peu importe où les citoyens résident au pays. Nous avons voulu reconnaître l'égalité de chacune des provinces. Et nous croyons que notre Constitution doit refléter cette égalité. C'est la base de la position que nous avons défendue. Nous devons également nous assurer que nous allons respecter l'engagement prévu dans l'acte constitutionnel de 1982 à l'article 3601 qui prévoit que l'on doit assurer le bien-être des citoyens d'un océan à l'autre et que l'on doit donner des chances égales à chacun, corrigeant les disparités régionales du pays et fournissant un niveau égal de bien-être et de services publics à tous nos citoyens où qu'ils soient. Tout en faisant cela, dans les 9 autres provinces et territoires du Canada, être suffisamment généreux pour reconnaître que le Québec est une société distincte et nous devons en tenir compte d'une façon juste afin de pouvoir permettre au Québec de promouvoir et de défendre ces sociétés distinctes. Mais toujours en étant fidèle au fédéralisme, car le Canada est un pays fédéral et nous avons la responsabilité de faire ce qui est nécessaire pour maintenir cela. Permettez-moi de profiter de l'occasion, avec tous les gens qui sont à l'écoute ce soir, pour exprimer mes regrets les plus profonds que ce débat au cours des années ait été tenu dans une forme qui laissait entendre que l'on rejetait le Québec. Laissez-moi assurer les 7 millions de Québécois, chacun d'entre eux, que personne à Terre-Neuve et au Labrador ne rejette le Québec dans leurs propos ou dans leurs actes, dans toutes les positions que nous avons proposées. Nous avons toujours été sincères dans nos préoccupations. Nous n'avons jamais voulu rejeter quelque province que ce soit. Et c'est ce qui est resté notre tâche. Nous avons voulu faire comprendre nos préoccupations compte tenu de cela. J'espère que nous n'aurons plus jamais à revivre cela.
il faudra apporter des modifications à notre position. Nous l'avons reconnu, nous avons abordé cela, nous avons étudié les principes et demandé des modifications à l'accord du lac Meech. Nous voulons des ajouts, nous avons reconnu cela. En venant à la conférence, nous savions que nous aurions à faire des compromis et des concessions afin d'en arriver à un équilibre acceptable pour tous. Il est malheureux que le processus ait été un processus aussi difficile. Il est malheureux que nous ayons eu à discuter de ces questions fondamentales dans un contexte où nous avons dû les évaluer de la façon la plus parfaite possible en tentant de voir ce qui était bon pour le Canada. Nous avons dû faire ce que nos convictions nous poussaient à faire en nous basant sur le désir d'éviter de causer des dommages irréparables. Personne autour de la table n'a voulu causer un dommage irréparable à notre pays. Si j'ai appris quelque chose au cours de ces 7 derniers jours, c'est l'engagement qu'avaient à l'égard de leur pays les 11 personnes autour de la table. Mais le processus était inacceptable. Nous ne devons jamais à nouveau recourir à un tel processus pour les négociations constitutionnelles. Les 11 premiers ministres ne peuvent pas rendre justice au sujet à discuter. C'est totalement injuste pour les 26 millions de Canadiens également de voir ainsi les premiers ministres à huis clos dans une pièce en train de prendre des décisions en secret sans que les Canadiens sachent sur quoi les décisions étaient fondées. Car c'est l'avenir des 26 millions de Canadiens qui se jouait. Pas notre avenir en tant que gouvernement ou en tant que premier ministre. J'exprime mon appréciation à l'intention de tous les premiers ministres qui ont partagé la conviction qu'ils ne devraient jamais permettre à un tel processus de se renouveler. On se retrouve dans un remous. On tourne en rond, même si chacun veut exprimer sa position à l'ensemble des Canadiens, c'est impossible et je trouve que cela est une approche ou une méthode absolument inacceptable. Dans une telle situation, j'ai eu à faire face à de graves problèmes. La décision la plus difficile que j'ai eu à prendre, et j'espère ne jamais avoir à refaire face à une telle situation à nouveau, c'est que j'ai eu à évaluer des questions qui, en mon âme et conscience, d'après mes convictions, étaient des choses absolument inacceptables. Les choses sur lesquelles je devais me prononcer pouvaient être inacceptables, mais il fallait dire que nous voulions faire quelque chose d'abord pour le Canada, accepter quelque chose de bon d'abord pour le Canada et ensuite seulement pour Terre-Neuve. J'ai eu à faire face à des pressions, on m'a demandé d'accepter des choses. Il y avait la crainte continuellement que si je n'acceptais pas cela, j'allais causer un dommage irréparable à mon pays et je ne veux pas qu'on m'accuse jamais d'avoir causé quelque dommage que ce soit à quelque région que ce soit de mon pays. Ce fut un dilemme terrible et à la fin, j'ai dû assumer la responsabilité de refuser d'accepter ce qui était proposé. Je l'ai dit à mes collègues qui étaient là autour de la table, ce fut la décision la plus difficile que je n'ai jamais eu à prendre. J'en suis, hier soir et ce matin, arrivé à la conclusion que je ne pouvais pas accepter totalement l'accord tel qu'il était proposé. Mais je n'ai pas non plus le droit de refuser. J'ai une responsabilité à l'égard des gens de Terre-Neuve et de Labrador. J'ai une responsabilité à l'égard des Canadiens de m'assurer que l'on avait étudié toutes les possibilités de fournir le maximum aux gens de Terre-Neuve et du Labrador pour qu'ils puissent juger les faits. Je propose donc, et je me suis engagé à le faire, de rapporter cet accord dans ma province. Je vais donc proposer le document à mon cabinet au caucus à Saint-Jean de Terre-Neuve demain. Je vais leur demander de prendre une décision quant à savoir s'ils vont vouloir demander l'approbation de cela au moyen d'un vote à l'Assemblée législative ou bien si nous devrons plutôt recourir à un référendum. Nous devons prendre la décision rapidement. Il reste fort peu de temps d'ici le 23 juin et j'espère que la décision sera prise demain par le cabinet et
le caucus sera appelé à confirmer cette décision ou à proposer d'autres solutions. Au cours de nos discussions, j'ai dit à mes collègues que je leur proposais de venir à l'Assemblée législative y exprimer leurs considérations et leurs convictions à l'égard de l'avenir du Canada et surtout à l'égard de ce que seraient les conséquences de l'échec de l'accord du lac Meech. Je ne partage pas ces convictions, mais je ne suis qu'un parmi tant d'autres. Et quand je vois tant de convictions, tant de talents autour de moi, je me demande si j'ai raison. Je ne puis pas faire autrement qu'avoir des doutes. Je dois conserver mes convictions, mais je veux que les gens de Terre-Neuve puissent être bien informés des points de vue des autres, et c'est ce que je veux faire. Je ne veux pas moi-même demander à la population ou à la législative de rejeter l'accord. Ce sera à eux de décider en se basant sur les renseignements qui leur auront été communiqués. Personnellement, je suis convaincu que ce que contient l'accord du lac Meech n'est pas la meilleure façon d'être généreux à l'égard du Québec comme nous devons l'être, car il faut reconnaître le Québec comme société distincte, tout en même temps respectant les principes du fédéralisme, et c'est pourquoi j'ai pris la décision que j'ai prise aujourd'hui. C'est l'avenir du Canada qui est en jeu. Et je demande aux autres premiers ministres provinciaux de faire parvenir leur message aux gens de Terre-Neuve et du Labrador afin qu'ils puissent prendre leurs décisions en étant conscients de ces préoccupations à l'égard de l'avenir de notre pays. Avant de terminer, Monsieur le Premier ministre, j'aimerais vous remercier personnellement pour votre courtoisie, votre tolérance à l'égard de mes commentaires et de mes interventions au cours de nos discussions des 7 derniers jours. Je dois reconnaître publiquement que vous m'avez traité avec le plus grand respect, avec la plus grande considération, et je vous en suis reconnaissant. Aux autres premiers ministres provinciaux, sans exception, je veux exprimer également ma gratitude. Je m'excuse à votre égard si quoi que ce soit que j'ai pu déclarer ait pu troubler vos sensibilités ou si j'ai pu vous sembler insensible à vos préoccupations. Je dois exprimer une appréciation particulière à l'égard de M. Filman du Manitoba qui m'a bien appuyé, qui a su comprendre mes préoccupations au cours de cette semaine. Mais, par-dessus tout, je crois que je dois signaler un Canadien en particulier, qui au cours de nos heures peut-être les plus noires, lors de nos réunions, a su jouer son rôle de grand Canadien et a su montrer à chacun au pays quelle est l'attitude magnanime du peuple et du gouvernement de l'Ontario. Je parle du Premier ministre de l'Ontario. Bien des Canadiens ont pu m'entendre répondre récemment quand ils me demandaient comment peut-on réaliser la rénovation du Sénat avec la situation qui existe en Ontario ou avec la position du Québec. J'ai répondu, disais-je, que quand il a été nécessaire dans le passé de le faire, les gens de l'Ontario ont toujours été généreux et ont pensé au bien du Canada. C'est ce qu'ils ont fait cette semaine encore. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi encore au cours des prochaines minutes de remercier les gens de Terre-Neuve et du Labrador. Je sais que ce fut une période difficile pour tous ces gens, car les gens étaient écartelés entre leur allégeance au pays et le besoin de tenir compte des préoccupations du reste du Canada, alors qu'ils étaient préoccupés de l'avenir de leur province au sein du pays. Nous voulons avoir le droit de participer, nous voulons avoir le droit de partager les richesses et les avantages de ce grand pays parce que nous irons
nous y aurons contribué quelque chose. Nous voulons contribuer au reste du Canada. Nous voulons ainsi les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour nous au cours des 40 dernières années, alors que nous avons été une province du Canada. En prenant votre décision au moyen d'une approbation législative ou d'un référendum public au cours des prochaines semaines, je vous demande de tenir compte avec générosité de la position de la province de Québec. Je vous demande d'étudier les expressions de préoccupation que vous entendrez énoncées par les autres premiers ministres et par la population canadienne à l'égard de l'avenir du Canada. Je vous demande de répondre avec générosité, mais n'abandonnez pas vos droits de prendre vos décisions en vous basant sur votre conscience. Je vous remercie. Thank you, Premier. Thank you very much. May I turn now to Merci beaucoup. Premier Je Devine. voudrais passer maintenant au Premier ministre Devine. Mr. Prime Minister, fellow First Ministers and fellow Monsieur Canadians. le Premier ministre, collègues Premier I can ministre, say to Mesdames et all of the Messieurs, people of Canada je this voudrais evening dire à tous les Canadiens ce soir that there is tremendous respect qu'il y a un très grand respect genuine affection et une affection among all réelle First Ministers, entre tous les and it has premiers grown in ministres this past week to et probably cela as s'est high as it's développé ever been in cette the history of the semaine nation. dans toute la mesure où cela n'a jamais existé au History will pays. be the ultimate judge of L'histoire what sera Canada's First le Ministers grand have juge accomplished de ce que nous avons pu in our réaliser deliberations au cours de this nos last week and over the délibérations past 4 cette years. semaine et depuis 4 ans. We have had one major significant Il y a chance eu and opportunity to une unite this chance et country, une occasion and we have d'unir it le before us pays tonight. et c'est devant nous ce soir. It is in our hands. C'est entre nos mains, It's in the hands of every first c'est minister. aussi entre les mains de Make tous no les mistake premiers about that. ministres The et ne vous responsibility is trompez ours, pas, c'est notre and all of responsabilité Canada should know that. et tout le Canada doit le savoir. I believe, Mr. Prime Minister, that Je history's pense, Monsieur le judgment Premier will ministre, depend on que le whether jugement de our l'histoire agreement dépendra de notre entente et la période d'incertitude sera terminée dans quelques semaines. La période de méfiance et la période de crise sera terminée aussi. It is firmly my view that there will be Je much crois healing to do fermement qu'il y aura beaucoup de plaies à if we're to put this guérir country back on track. si nous voulons que le pays revienne sur la bonne voie. This great country will only work Notre with a grand pays renewed level of ne tolerance, pourra fonctionner avec un niveau renouvelé de tolérance et de générosité d'Est en Ouest, en anglais et en français. Let me join Premier of Newfoundland in congratulating all of my fellow Comme le First Premier ministre de Terre-Neuve, je veux Every féliciter single one tous of mes these collègues ministers premiers ministres. has paid Tous the et political chacun price. ont payé un prix politique. But we all won Mais nous avons tous what we have gagné before us tonight. avec ce que nous avons devant nous ce soir parce que le pays a gagné. I talked to my wife J'ai parlé à ma femme ce soir and she said et elle m'a dit people in our family were praying for the que la country. famille priait pour le pays. I've talked to people from across J'ai the parlé country in the à last des few gens days. un peu partout, venant de tous les coins du pays au cours des derniers They jours, want a win-win-win et out of this. ils voulaient gagner à tout prix. They want one Canada. Ils veulent un Canada, They want significant reform. des réformes significatives et importantes et des possibilités renouvelées pour un pays multiculturel pour jouir de tous les droits et libertés qu'une démocratie peut accorder. Si nous pouvons sortir d'ici dans quelques semaines pour gagner un Canada uni, de l'Atlantique au Pacifique et à l'Arctique, et avec toutes les réformes auxquelles on a songé, pour être traités, se traiter les uns les autres avec toute justice. Ainsi donc, ces 6 derniers jours, ces 4 dernières années, Have really been worth it. en auront valu la peine. I can only add one more thing, Mr. Je ne Prime peux Minister. qu'ajouter une autre And chose, that is, Monsieur le Premier ministre. I believe that the good Lord Je pense que le Seigneur a special place
a une place spéciale dans son esprit pour un pays très favorisé. Il nous a permis de saisir l'avenir, de le donner à nos enfants, à toutes les familles qui ont toutes les aspirations imaginables, et pour un pays jeune qui a amené des gens du monde entier. Le reste du monde lutte pour trouver un modèle de tolérance, de générosité, de liberté. Non seulement le Canada en a la possibilité, mais a cette responsabilité et doit être ce modèle. Le monde a besoin de nous et vice-versa. Alors ce soir, je me contenterai de dire aux Canadiens que je suis très fier et je suis très heureux d'être avec les autres premiers ministres ici présents. Ils ont mis leur cœur et leur esprit à l'œuvre. La tâche a été extrêmement difficile. Le premier ministre Filmon, le premier ministre Wells, le premier ministre Bourassa. Cela a été difficile pour les autres, mais il y a eu beaucoup de pression sur nous tous. Et je partage avec vous, chers collègues, le fait que votre contribution et la contribution de 3 provinces qui ont offert plus de réformes du Sénat que nous n'en avions jamais vues en 123 ans, les premiers ministres Buchanan, McKenna et monsieur le plus important, David. Alors cela a été très touchant et très généreux. Avec une chance comme celle-là, on ne peut retourner en arrière. Merci. Thank you, Premier. May I turn to Merci beaucoup. Premier Giz, please. Je vais donner la parole maintenant au Premier ministre, M. Guise. Fellow First Ministers, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, it's a proud day chers for concitoyens, Canada. le Canada peut être fier ce soir. It's a proud day to be a Canadian. Et nous pouvons tous être fiers d'être Canadiens. We've had 7 tough, Nous avons connu des journées difficiles, exténuantes, 7 journées difficiles et exténuantes. Mais croyez-moi, cela en valait la peine, chaque instant en valait la peine parce que nous avons fait cela pour le Canada. I join with the comments of Premier Wells. Je veux joindre mes propos à ceux de M. Wells. Nous avons tous appris une leçon. Le processus qui nous a été confié a causé des problèmes. Nous n'avons pas inventé cela. Nous avons hérité de cela. Cela découle des amendements constitutionnels de 1981-82. Cela remonte à l'administration de M. Trudeau. Nous n'avions pas d'autre choix que de participer à ce type de conférence constitutionnelle difficile parce que c'est l'héritage qu'on nous a transmis. Nous avons hérité du processus. Ce que nous avons fait au cours de la conférence devrait nous permettre de nous assurer que nous n'aurons plus jamais à passer à travers un tel processus alors que nous sommes chargés de construire le pays. Je sais que la décision que nous avons eu à prendre fut difficile pour chacun d'entre nous. Difficile parce qu'il ne s'agit pas de décisions rationnelles que l'on prend dans la vie de tous les jours. Il ne s'agit pas de quelque chose d'ordinaire. Il ne s'agit pas d'un contrat de plusieurs millions de dollars du gouvernement du Canada pour telle ou telle région du pays. Il s'agit des émotions des Canadiens. Il s'agit du cœur du Canada. Que dis-je? Il s'agit de l'âme des Canadiens. Nous avons à faire face à une situation difficile, une situation qu'on a connue même avant que les pères de la Confédération ne se réunissent à Charlottetown en 1864. Comment concilier la dualité linguistique et le fait
que nous avons des francophones et des anglophones qui ont construit le pays. Cela évoque des tensions, cela attaque nos fibres profondes et les gens répondent émotivement plutôt que logiquement. Monsieur le Premier ministre et chers collègues, je dois vous avouer qu'il y a une pensée qui m'a guidé tout au cours de cette semaine. Nous, en tant que Canadiens, n'avons pas d'autre choix que de dire oui au Québec. Parce que le Québec a dit oui au Canada à plusieurs reprises déjà. Je vous le dis, Monsieur le Premier ministre, et je le dis à mes collègues, c'est là un témoignage de la grandeur de notre pays. Le fils d'un immigrant du Liban a pu devenir un premier ministre provincial au Canada et a pu se sentir à l'aise dans ce grand pays et a pu se sentir égal à tous les Canadiens où qu'ils soient au pays. Et pourtant, nous avons quoi? 7 millions de Québécois qui sont ici depuis 350 ans et qui demandent maintenant au reste du Canada, dites oui au Québec. C'est cela, l'accord du lac Meach. C'est là-dessus que portait la conférence. C'est pourquoi, en tant que Canadien, j'ai donné mon vote sans équivoque à la province de Québec. À M. McKenna, qui a fait preuve de leadership et qui a fourni l'inspiration permettant ce processus de se poursuivre, je dis merci. Au Premier ministre Filmon, qui a eu à faire face à une situation extrêmement épineuse avec un gouvernement minoritaire, je dirais que s'il y a eu un homme d'État à cette conférence, ce fut Gary Filmon. Félicitations. Et à M. Wells, maintenant, que je connais depuis longtemps, qui est un de mes bons amis d'ailleurs. Il est venu à la conférence avec la conviction qu'il devait participer. Et aujourd'hui, il va mettre sa signature au bas du document et va ramener ce document à Terre-Neuve pour le proposer aux législateurs. C'est un grand espoir d'un oui pour le Canada, tout cela. M. Wells avait un choix auquel il n'a pas eu recours. Et je suis heureux, en tant que Canadien, qu'il n'ait pas eu recours à cette option. Vous savez ce que je veux dire? Il aurait pu dire non. Il aurait pu refuser de signer. Il aurait pu rester sur sa position. Mais non. Il a donné au Canada une chance, une possibilité. Il a donné au Canada la possibilité de croître à l'avenir et d'aller de l'avant. Monsieur Wells, vous êtes un grand homme. Vous aussi, vous êtes un homme d'État et nous sommes fiers de vous. Monsieur le Premier ministre, tout le monde a dû faire des compromis au cours de cette conférence constitutionnelle. Mais le plus grand compromis est venu de l'Ontario.
Le Premier ministre Peterson a dit à un moment crucial de la conférence, a dit que les gens de l'Ontario abandonneraient 6 sièges au Sénat pour permettre au Canada de rester uni, que ces 6 sièges pourraient être distribués aux provinces moins peuplées. Et dans ce geste magnanime, il a été rejoint par M. Buchanan et McKenna. Les deux méritent nos remerciements pour leur vote à l'égard du Canada, pour leur vote à l'égard du Québec. Enfin, Monsieur le Premier ministre, je veux parler aux gens de l'île du Prince-Édouard. Je veux leur dire merci. Je les remercie de m'avoir donné la liberté qu'ils m'ont confiée en me faisant confiance. C'était moi qu'ils ont fait confiance pour prendre la décision au cours de cette conférence, décision qui soit dans le meilleur intérêt de l'île du Prince-Édouard et du Canada. Nous voulons un pays fort et uni. Je pense que nous allons, grâce à nos efforts, réussir à obtenir cela. Merci, Monsieur le Premier ministre Guise. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer au doyen des premiers ministres du Canada, un vieil ami très distingué qui a joué un rôle de leadership extrêmement important aux conférences des premiers ministres. Comme le Premier ministre Guise l'a dit, son leadership à un moment très critique, avec le Premier ministre Buchanan, le Premier ministre Peterson a brisé une impasse importante et a permis ce résultat ultime. Le Premier ministre Buchanan de Nouvelle-Écosse va dire quelques mots. Merci, Monsieur le Premier ministre et chers collègues. Monsieur le Premier ministre, j'ai signé ce document très historique avec beaucoup de fierté et de joie pour mes concitoyens de Nouvelle-Écosse et mes concitoyens canadiens, car en fait, c'est un jour très propice pour le Canada, de Colombie-Britannique à Terre-Neuve, y compris les territoires du Nord-Ouest. C'est une démonstration de confiance et de liberté face à notre grand pays qu'est le Canada. Je suis très heureux que la population de Nouvelle-Écosse m'ait permis de participer à 3 événements historiques parmi les plus importants dans l'histoire du Canada. J'ai eu le privilège de participer aux discussions de 1979 à 81, lorsque le Canada a rapatrié la Constitution, a mis sur pied des procédures de modification et a enchâssé pour la première fois la Charte des droits. Mais malheureusement, à ce moment-là, 7 millions de Canadiens, les Québécois, ont été mis à l'écart du processus et la Constitution était donc incomplète. Les gens de ma province m'ont permis de participer en leur nom 2 fois plus, entre autres cette semaine à Ottawa et en 87 au Lac-Mead, pour compléter la Constitution du Canada et à permettre au Québec de revenir à la table constitutionnelle et pour accueillir tous les Québécois qui sont ici depuis 350 ans et maintenant ils reviennent au sein de la Constitution du Canada. C'est un événement merveilleux pour notre pays et je sais que toute la population de ma province est d'accord ce soir. C'est un héritage historique que nous pouvons tous léguer à nos enfants et nos petits-enfants en construisant et en assurant un avenir sûr pour notre pays. Ainsi donc, Monsieur le Premier ministre, j'ai de bons sentiments au sujet du Canada. Je suis optimiste au sujet de notre avenir, car l'entente est une renaissance d'un consensus et de l'unité nationale. C'est la sécurité dont nous avons besoin pour forger et construire un pays plus fort et meilleur
On travaille entre nous comme partenaires. L'accord nous permet d'avoir une nouvelle vision et un nouvel ordre du jour au nom de tous les Canadiens de toutes les régions du pays. Pour ma part, je veux féliciter mes collègues premiers ministres pour leur tolérance, leur compréhension, leurs efforts de coopération et surtout leur ténacité au cours de ce qui a été une semaine des plus difficiles. Finalement, Monsieur le Premier ministre, le Canada a gagné et les Canadiens sont les gagnants. Je veux aussi remercier David Peterson pour son rôle de leadership. Enfin, grâce à lui, j'ai perdu 2 sièges au Sénat. Mais enfin. Peu m'importe, Monsieur le Premier ministre, car je sais que d'ici 5 ans, nous aurons une réforme du Sénat et cela ne se produira peut-être pas. Mais enfin, je voudrais aussi très spécialement féliciter le Premier ministre du Québec, l'honorable Robert Bourassa, un homme qui a fait preuve de qualité de leadership exceptionnelle au cours de la dernière semaine et qui a montré sa confiance totale au Canada et au Québec. Monsieur Bourassa, vous êtes très grand dans les yeux de tous les Canadiens ce soir et je n'ai pas le moindre doute à ce sujet. Monsieur le Premier ministre, je vous félicite. Je vous félicite de votre dévouement, de votre détermination et de votre amour du Canada. Et cela a été si évident il y a 3 ans au lac Meech et au cours des derniers mois et notamment au cours de la dernière semaine. Vous êtes un individu très tenace, monsieur, et votre dévouement et votre détermination ont eu raison de tout. Je remercie chaleureusement les Néo-Écossais et les Canadiens de leur appui au cours de la dernière semaine. Les Canadiens nous demandaient instamment d'agir au nom du Canada et c'était très réconfortant pour tous les premiers ministres et cela a beaucoup aidé à nos délibérations. Les gens de ma province se sont toujours beaucoup appuyés tout au long de l'histoire. Ce n'est qu'en écoutant et en coopérant qu'on peut en arriver à un consensus. Et ces valeurs fondamentales de la Nouvelle-Écosse ont été apparentes et ont été pratiquées par tous les premiers ministres au cours des délibérations de cette semaine. Nous en sommes arrivés à un nouveau départ pour le Canada, un consensus et une nouvelle unité pour nous tous. Monsieur le Premier ministre, je termine avec une prière celte qui a été modifiée pour l'occasion. Puissions-nous trouver notre pays, puisque le vent soit toujours dans les voiles, que la pluie douce nous aide aussi, et que Dieu garde le Canada et la population de notre grand pays dans la paume de sa main pour l'éternité. À 80%, tandis que ces dizaines de villages étaient carrément rayés de la carte. Les immeubles se sont effondrés d'un seul coup et des dizaines de milliers d'Iraniens sont morts enfouis sous les décombres. On s'affaire à déterrer les victimes et le bilan pourrait s'avérer encore plus catastrophique. Le tremblement de terre a provoqué des glissements de terrain et des éboulis qui ont bloqué les routes et rendu difficile l'accès des secours aux zones sinistrées, tandis que le mauvais temps handicapait l'accès par voie aérienne. Cette région est connue pour sa forte activité sismique. Un tremblement de terre y avait fait 25 000 morts en 1978. Pis encore, les sismologues estiment que le séisme d'hier est encore plus grave que celui qui a aussi fait 25 000 morts en Arménie soviétique en 1988. Les secousses ont d'ailleurs été ressenties jusqu'à Téhéran et en Azerbaïdjan.
Le président iranien, Hachemi Rafsanjani, a décrété un deuil national de 3 jours et il a lancé un appel à l'aide internationale. Déjà, la CEE a voté des crédits, la France envoie des secours et les États-Unis ont offert leur assistance. Le Canada est aussi prêt à agir et la Croix-Rouge canadienne a commencé à recueillir des fonds. Nous aurons d'autres informations plus tard, mais d'abord, allons rejoindre Bernard de Rome à Calgary au congrès de leadership du Parti libéral du Canada. Bonsoir Bernard. Bonsoir Charles, merci beaucoup. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Alors ici à Calgary, il y a quelques minutes à peine a pris fin cet hommage des libéraux à leur chef, John Turner. Il l'est jusqu'à samedi. Mais il reste que c'est l'ombre d'un échec de Meach qui plane sur ce congrès comme du reste sur tout le pays. On est à 48 heures de l'échéance, même qu'au Manitoba, il ne reste qu'à peine 14 heures, jusqu'à demain midi. Et puis à Terre-Neuve, où la ratification de l'entente était chancelante, le premier ministre Mulroney a sorti toutes ses armes pour aller convaincre les députés du désastre, ce sont ces mots, qui attend le Canada si Meach échoue. James Bambert résume le plaidoyer du premier ministre. Le premier ministre Mulroney a répondu à l'invitation du premier ministre terreneuvien, Clyde Wells, et s'est rendu à Saint-Jean pour défendre l'accord du lac Meach. Il est difficile de savoir si quelqu'un jouait au Canada pour ou contre l'accord, mais chose certaine, la foule a accueilli poliment le premier ministre Mulroney. Auparavant, le premier ministre de la Saskatchewan, Grant Devine, était venu, comme l'avaient fait hier les premiers ministres de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, expliquer pourquoi Terre-Neuve devait voter pour l'accord. And would you now be so kind as to address the members? Thank you, Prime Minister. Brian Mulroney allait dans son plaidoyer toucher à tous les aspects historiques, économiques et politiques de l'entente constitutionnelle. En somme, un discours complet, parce que l'enjeu ici, c'est le vote de demain qui pourrait tuer Meach. 63% of French-speaking Canadians in Quebec this morning said they would support Sovereignty Association. Le premier ministre canadien n'a pas hésité à soulever la possibilité de la souveraineté association, comme si la crainte du séparatisme commandait un oui à Meach. Il a dit aussi que les conséquences économiques d'un non devraient faire réfléchir parce que l'instabilité politique pourrait effrayer les marchés, les banquiers et les investisseurs. Enfin, Robert Bourassa n'est pas venu lui-même parler aux Terre-Neuviens, mais Brian Mulroney avait un message de sa part. Aidez-moi, aidez-moi les gens de Terre-Neuve et du Labrador, aidez-moi à conserver le Québec au sein de la grande famille canadienne. C'est ça le message de Robert Bourassa qu'il vous adresse. Et le ton du discours était grave parce que Meach, c'est demain ou jamais. James Bambert à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Maintenant, à Ottawa, c'est une espèce de calme rempli d'inquiétude qui règne. La session est suspendue, mais quand même, on est prêt à tout. Vous avez le président de la Chambre, M. Fraser, de même que le gouverneur général, Ray Natoshin, qui sont sur le qui-vive, au cas où il faudrait signer une proclamation à la dernière minute. Mais ce qui se passe à Winnipeg laisse finalement très peu d'espoir, Il y a des milliers d'Autochtones aujourd'hui qui ont profité du jour de la solidarité de leur peuple pour venir dire au député Elijah Harper de ne pas lâcher, bref, d'envoyer Meach aux oubliettes. Maxence Bilodeau décrit la détermination amérindienne. L'opposition du député Elijah Harper à la législature a mobilisé les Autochtones. Quelques milliers se sont rassemblés cet après-midi devant la législature pour entendre des orateurs provenant des 4 coins du pays. On a parlé du Canada, terre où ont toujours vécu les Autochtones. We have no other homeland. This is our homeland. On demande au Québec de comprendre les revendications des Autochtones et de devenir solidaires. Nous vous disons, peuple québécois, que peu importe ce qui arrive après le 23 juin, continuons de nous accouder. À l'intérieur de la législature, Elijah Harper continue de ralentir les travaux. Il utilise toute la période des questions, 40 minutes, et prononce un discours, encore 40 minutes découlées. Son discours sur la situation des Autochtones sera chaudement applaudi. Au Manitoba, le député Harper est devenu la force politique de l'heure. Personne n'a jamais tenté de le contrarier. On préfère plutôt le côtoyer. En fait, les députés ont déjà accepté que tout est fini.
La législature n'a pas siégé en soirée. Pour cela, il faut le consentement unanime. Elijah Harper a refusé. Non. Demain, heure de Winnipeg, la législature siège de 10h à 12h30. 12h30, ce sera vraisemblablement la fin, parce que le député Harper nous a déclaré qu'il refusera que les travaux se poursuivent après 12h30. I'll be denying leave to sit beyond 12:30. Il n'y a en fait plus aucun espoir que Meach soit adopté à la législature manitobaine avant le 23 juin. À moins d'une formule miracle de dernière minute, c'est demain que sonnera le glas de l'accord constitutionnel. Ici Maxence Bilodeau, à Winnipeg. Et c'est la raison pour laquelle les plus fidèles partisans de l'entente constitutionnelle commencent à avoir de sérieux doutes quant à sa ratification. Prenez le premier ministre Peterson d'Ontario qui affirme que même un magicien sera à court de moyens pour sauver l'accord. À Québec, on attend avec une certaine résignation la mort de Meach. Le premier ministre Bourassa rejette à l'avance toutes les astuces qui essaieraient de faire passer l'entente à la pièce, ce qui inquiète l'opposition péquiste, nous dit Jean Bédard. La salamisation de Meach... Jacques Parizeau a eu cette image aujourd'hui pour exprimer sa crainte à l'idée qu'on fasse proclamer Meach en petites tranches par Ottawa, en commençant par les clauses qui n'ont besoin que de l'accord de 7 provinces. Est-ce qu'il évoquait simplement la salamisation ou est-ce que ce serait devenu tout à coup un scénario possible pour lui? Mais de salami constitutionnel, Robert Bourassa n'en veut point. Et il a été très clair. Meach a été voté comme un tout indivisible et doit rester indivisible. Est-ce qu'il y a un député dans cette Chambre, le 23 juin 1987, qui pensait voter pour 2, 3 conditions sur 5? Pas question non plus, ajoute Gilles Rémillard, d'accepter une prolongation de l'échéance au-delà du 23 juin. Et pour nous, le délai est de 3 ans. Et si le 23 juin prochain, à minuit moins 1 ou quelques secondes, Meach n'est pas accepté, pour nous, ça signifie que Meach est mort. En fait, l'hypothèse la moins farfelue est la suivante. La Constitution veut que, dès que le Manitoba adoptera Meach, si cela arrive et se fait après le 23 juin, cette adoption remettra en marche l'horloge de 3 ans. Dans ce cas, toutes les autres provinces et Ottawa pourraient adopter à nouveau Meach et le tour serait joué. Mais Québec refusera de le faire. Pas question de sauter dans un autre cycle de 3 ans de discussion constitutionnelle sur Meach, dit le ministre Rémillard. Il est évident qu'on n'acceptera pas de recommencer pendant 3 autres années à discuter de l'entente du lac Meach. Là, on en a assez, ça suffit. Et si Meach meurt le 23, on tourne la page, on pense à quelque chose d'autre. À 2 jours de l'échéance, Québec a tourné la page sur l'accord du lac Meach. Et Robert Bourassa n'a certainement pas envie de retomber dans le piège d'un mécanisme constitutionnel qui l'a forcé à faire quelques génuflexions pour tenter, et en vain, de faire reconnaître le Québec comme société distincte. Jean Bédard, à Québec. Bien, pour l'instant, revenons à ce congrès libéral. Alors, tout à l'heure, c'était l'hommage au chef sortant, John Turner, la pièce de résistance, le discours de John Turner, son credo libéral, son credo politique, cet appui inconditionnel à Meach, qui n'était pas nécessairement un appui à certains des candidats qui souhaitent le remplacer. Bref, dans ce discours, ce testament politique que va nous résumer Daniel Lheureux, John Turner a réaffirmé son appui à Meach. Il a blâmé le premier ministre Mulroney, mais quand même, il a montré qu'il était resté fidèle à ses idéaux de libéralisme, d'unité nationale et d'indépendance pour le Canada. C'est un hommage pour le moins singulier qu'on a rendu ce soir à John Turner, ce chef mal aimé qui a si souvent été contesté par ses troupes, lui dont une vingtaine de ses députés avaient même réclamé la démission. Mais ce soir, on voulait mettre de côté tout mauvais souvenir et ne retenir de John Turner que ceci. Un grand libéral et un grand Canadien. Dans son dernier discours comme chef du parti, John Turner a rapidement fait allusion à la crise constitutionnelle. Malgré ce qui arrive avec Meach, a-t-il dit aux libéraux, il ne faut pas se laisser emporter par nos émotions. Le long débat sur la réforme constitutionnelle a donné lieu à des excès de langage, de radicalisme et d'égoïsme extrêmement dangereux. Mais John Turner a rappelé qu'il avait appuyé l'accord du lac Meach et qu'il l'appuie toujours. Un discours, faut-il le rappeler, prononcé en présence de Jean Chrétien, qui a lui-même fait sa campagne au leadership largement sur le dos de l'accord du lac Meach.
Et Pierre Trudeau, dont l'opposition à l'accord a largement porté ombrage au règne de Turner, lui aussi était là. Tout ça devait enchaîner Turner, c'est la faute de Brian Mulroney, et non un rejet du Canada anglais. Avec une passion qui trahissait toute son angoisse, John Turner a lancé cet appel. Il ne faut jamais laisser tomber, jamais, 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 jamais. Un discours qui a visiblement plu aux libéraux réunis dans le Saddle Dome de Calgary. On avait peine à croire